Le troisième projet que je vous présente, c'est le stade de soccer Saint-Michel. Fait que je vais commencer par une petite introduction. On va parler ensuite de la conception, de la fabrication et l'érection. Donc, les joueurs, je pourrais vous donner un portrait, encore une fois, du projet. Encore une fois, nous, on était sous-traitants à Nordic. Le client, c'était la Ville de Montréal. Très particulier comme projet. La Ville de Montréal ont lancé un projet d'architecture, un appel d'offres d'architecture pour le projet. C'était 2 ans avant que le projet commence. Donc, il y a plusieurs architectes partout dans le monde qui ont fourni des concepts. C'était en 2 phases. Les architectes présentaient un premier concept, et il y en avait quelques-uns qui étaient retenus pour présenter, pour développer leur concept davantage et présenter un projet avec un coût associé. L'architecte qui a fini par gagner le concours, c'est Saucier Perrotte, avec Hugues Condon-Marler. Au moment de développer ce concept-là, que je vais vous montrer un peu tantôt, nous, on avait aidé Saucier Perrotte, puis Nordic aussi avait aidé à développer leur concept pour voir si ça fonctionnait, etc. Puis vraiment, ce qu'ils ont présenté, c'était incroyable, puis ça rentrait, ça cadrait dans le budget de la Ville, donc ils ont remporté le concours. Fait que la première étape, la Ville a engagé l'architecte. Ensuite, ils ont lancé un appel d'offres pour des ingénieurs en mécanique électrique structure. Ça donne que SNC, on n'a même pas déposé une soumission pour cet appel d'offres-là. On était vraiment dans toutes sortes d'autres appels d'offres. On soumissionnait sur autre chose. On n'avait pas eu le temps de soumissionner. On a laissé passer. Et c'est NCK qui a ramassé le projet, qui ont développé le projet avec Saucier Perrotte. Puis ils ont développé un projet design-build. Donc, eux, ils ont conçu tout ce qui est fondation, tout ce qui est béton, acier pour les murs extérieurs. Et ils ont développé un concept de toit en bois qui était avec un devis de performance. Donc, ils donnaient des dimensions, des paramètres qu'ils voulaient que le manufacturier atteigne. Mais c'était vraiment un appel d'offres lancé pour un entrepreneur en design-build. Donc, c'est la compagnie Tech bon, si je recule, la première étape, c'est qu'ils ont fait un préachat du bois. Okay? Ils n'avaient pas tout à fait fini leur conception de leur document, l'appel d'offres, mais ils voulaient aller faire un préachat pour la toiture de bois afin de terminer pour faire un concept préliminaire afin qu'ils puissent terminer leur plan d'architecture pour aller en appel d'offres avec des plans complets. Donc, ils ont fait un préachat, ils sont allés en appel d'offres juste pour la toiture de bois. Et encore une fois, on était les seuls soumissionnaires sur le projet. C'était Nordic avec nous et FGP. FGP, c'est vraiment les spécialistes en montage de bois, structure de bois. Donc, eux faisaient le montage, nous la conception, puis Nordic la fabrication. Et on a gagné. Donc, au tout début, notre contrat était pour la Ville de Montréal. On avait un contrat pour assister les ingénieurs et les architectes pour finaliser leur projet, pour pouvoir aller en appel d'offres pour un entrepreneur général qui a été fait quelques mois plus tard. Après aussi une séance de value engineering parce que notre soumission initiale était trop élevée par rapport au budget de bois qu'ils avaient mis de côté. Je pense notre soumission autour de 8 millions, il y avait prévu 7. Il y avait comme 1 million à peu près de différence. Fait qu'on a fait plusieurs séances d'optimisation avec eux. Là, on leur a fourni des suggestions, comment on peut réduire les coûts, etc. Puis, pour finaliser notre contrat. Et ensuite, quelques mois plus tard, ils sont allés en appel d'offres. Puis c'est Tech Construction, qui est l'entrepreneur général, qui a gagné l'appel d'offres. Et le contrat de bois a été transféré de la Ville sous Tech Construction. Fait que finalement, au final, le client de Nordic, ça devenait l'entrepreneur général. Donc, le propriétaire du projet, c'est la Ville de Montréal. Et j'ai passé à travers les autres joueurs. Fait que le projet est situé juste au nord de la 40 à Montréal, sur le boulevard Papineau. Y en a-tu qui ont visité le stade? Non, personne? OK. Bon, le concept architectural.
Ça ici, là, ce qu'on voit, ça c'était le concept de base qui a été proposé dans le concours d'architecture, avec la planche ici. Donc eux, ce qu'ils voulaient, c'est vraiment une structure de bois aléatoire qui s'en allait dans tous les sens, croisée. Et évidemment, ça, c'était difficilement réalisable. Donc, il y a eu ils partent toujours avec leur idée, puis après ça, en s'assoyant avec les architectes, ils nous demandent de les aider à trouver quelque chose qui peut être constructable. Donc, ça, c'était le point de départ, puis on va voir où est-ce que ça finit. En fait, le projet, il est situé dans la carrière Saint-Michel, l'ancienne carrière Saint-Michel. Maintenant, c'est le complexe environnemental Saint-Michel. Ça, dans les années 50, 60, quand il y a eu le gros boom de construction à Montréal, avec tous les bâtiments en béton, etc., il y avait des carrières un peu partout à Montréal. Il allait chercher les agrégats pour le béton. Puis ça, c'en était une. Et plus tard, je ne peux pas vous dire dans quelle année, mais c'est devenu par la suite un site d'enfouissement, comme toutes les autres carrières. Tu sais, ils creusent pour aller chercher, puis après ça, ils s'en servent comme site d'enfouissement. Et depuis quelques années, ils ont transformé ce site-là en parc. Là, le site d'enfouissement est terminé. Là, ils veulent... le but, c'est dans quelques années d'avoir un très beau parc. Puis c'est vraiment un très beau site. Puis ça, ce projet-là, c'était un des premiers dans le gros... la grosse vision de développement de ce parc-là. C'était de construire un stade de soccer. Il y a un stade de soccer intérieur et un stade de soccer extérieur. Fait que 2 stades. Fait que ça, c'était le concours, avec une capacité de 1000 sièges à l'intérieur. Ça, ici, on voit une maquette. C'est une photo d'une maquette. Ça, si on va chez les architectes Saucier Perrotte, ils ont cette maquette-là en rentrant. Fait que on voit ici, ça, c'est au final, c'est la trame structurale qui a été développée. On voit ici la maquette. Le site est vraiment, on va voir dans les photos à la fin de la présentation, le site est incroyable. On voit la paroi de l'ancienne carrière et le parc qui est en bas ici. Donc, le stade, le site qu'ils ont choisi est vraiment magnifique. Et ce que l'architecte voulait faire, c'est développer un bâtiment qui donnait une vue incroyable sur le site. Donc, tout est vitré. Donc, si on vient à la structure, il y avait on a divisé le projet en trois secteurs principaux. On avait la portion centrale, qui était le toit principal. On avait une portion du toit qui était en porte-à-faux. Et on avait les épaules. Ça, les épaules, c'était pour relier la toiture au sol, pour donner la continuité du toit qui devient les gradins pour le stade extérieur. On voit ici une vue en plan de nos plans de structure. Ce qu'on avait, c'est on avait 13, dans le secteur central, on avait 13 poutres de 69 mètres de portée, toit plat, espacé 8 mètres. Okay? Pour donner l'effet de triangulation, de diagonale que l'architecte voulait, les poutres principales sont installées en diagonale, fait que tout le temps en sautant un axe. Donc, ils partent d'un axe, puis il y a une inclinaison sur le plan horizontal de 8 mètres qui fait une portée un petit peu plus longue. Donc, ça donne 69 mètres de portée. Ensuite, on a nos poutres principales. Le tablier du toit, c'est en CLT, qui porte sur des pannes, qu'on voit ici, les pannes sont espacées aux 8 mètres. Ensuite, à droite, on a la portion du toit qui est en porte-à-faux. Fait que ça, c'est le secteur 1, le porte-à-faux, un porte-à-faux de 10 mètres. Et le secteur 2, à l'arrière, c'était les épaules. Fait que si je commence par vous montrer un peu le porte-à-faux, on voit ici un modèle 3D. 10 mètres, c'est quand même assez important ça, pour un toit. Fait que nous, ce qu'on a développé comme concept, c'est d'avoir 3 poutres qui sortent en porte-à-faux, qui reprennent la majorité des efforts, avec d'autres poutres qui viennent se supporter sur ces 3 poutres-là qu'on voit en jaune. Une des complexités du porte-à-faux, c'était le fait que les poutres étaient en diagonale, n'étaient pas droites. Donc, chacune des 3 poutres avait des longueurs différentes, il y avait des déformations différentes. Fait qu'il a fallu faire beaucoup d'heures de modélisation avec tous les différents cas de chargement, avec neige débalancée.
pour s'assurer que le tout, le porte-à-faux, fléchit de façon adéquate. On voit ici à droite, ça c'est les poutres qui ont été développées, puis ça, je vais en parler un peu plus tantôt. Les épaules. Les épaules, c'était, ça reliait le toit à des culées de béton en bas. Les deux épaules sont différentes, sont structurées différemment, mais ça fait quand même des poutres qui font 40 mètres de longueur pour partir du toit jusqu'en bas. Donc, pour cette épaule-là, ça a été structuré avec du CLT et des poutres, avec un joint de transport dans les poutres, évidemment. Encore une fois, c'est toujours le 25 mètres qui est la limite pour Nordic de transport. Maintenant, le toit principal, c'est pas mal, la présentation, elle va se concentrer sur ça. Donc, on voit ici, ça, c'était les plans d'architecture qu'on a reçus. C'était notre point de départ. On avait une portée de 69 mètres. On avait besoin de 13,5 mètres de clairance en termes d'auteur. Une des contraintes majeures qu'on nous a imposées dès le départ, c'était qu'il devait y avoir deux grosses gaines de ventilation qui passent tout près des appuis. Donc, on avait deux grosses ouvertures à considérer dans notre zone de cisaillement maximum. Donc, problème. On savait que pour 69 mètres, on devait avoir deux joints de transport. Donc, ça a été un des points de départ qu'on savait. Ensuite, bon, je l'ai indiqué, tout ce qui était acier. Bon, les colonnes sont en acier et tous les gradins, etc., sont en béton avec des colonnes en acier. Tout ça, c'était en dehors de notre mandat. Nous, c'était vraiment la structure de bois. Bon, pour les poutres principales de 70 mètres, l'architecte nous avait fixé des dimensions très précises. Il voulait des poutres qui faisaient 4 mètres de haut par 500 de large. Dans notre phase d'optimisation, on avait suggéré d'aller avec des poutres un peu plus profondes pour optimiser le coût du bois. Mais vraiment, eux, c'était le look qu'ils voulaient, c'était 4 mètres par 500. Fait qu'on savait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait dans notre 4 mètres par 500, n'importe quelle forme de poutre qu'on voulait, pleine ou vide, mais il fallait rester à l'intérieur de ces paramètres-là. Ce qu'on a développé comme concept de poutre, c'est des poutres caissons. Ici, on utilisait du laminé collé pour les ailes supérieures et inférieures et du CLT pour les armes. Le CLT, pour ce projet-là, on l'a mis longitudinal à la poutre. Donc, on savait qu'un panneau, c'est 8 pieds de large, c'est 2,44 mètres de large. Fait qu'on a utilisé la pleine largeur du panneau, puis on y allait avec des panneaux de 19 mètres de long. Donc, on connaissait notre contrainte-là, puis on savait que le reste, il fallait le remplir avec du laminé collé. Avec plusieurs centaines d'heures de modélisation, on a défini par trouver la géométrie parfaite, qui était d'avoir une poutre de 1,1 mètre en bas pour reprendre les efforts en traction, puis 900 en haut pour les efforts en compression. Pour le CLT, dépendamment d'où on est sur la poutre, aux extrémités, le cisaillement est plus important. Donc, on avait des panneaux de 5 plis aux extrémités. Puis au centre, où notre cisaillement est plus faible, on avait des panneaux de 3 plis. Une des particularités avec ça, c'est que tout est collé. Tous les joints pour la fabrication, à part les joints de transport, là, mais tout ce caisson-là est collé. Il n'y a aucun vis, clou ou connecteur mécanique. Fait que le joint ici, là, entre le CLT et le laminé collé, tout est collé. Puis je vais vous montrer tantôt la procédure de fabrication qui a été faite. Donc, c'est ça. On voit ici des extraits de modèles d'éléments finis qu'on a fait pour les poutres. Je vais commencer par parler de la conception de la poutre. Après ça, je vais parler de la conception des connexions. On va commencer par les extrémités. Ça, c'est une vue des sections d'extrémité. Donc, il y avait 3 sections par poutre caisson. On voit ici le modèle d'éléments finis. Ça, c'est les contraintes en cisaillement qu'on voit. Bon, ici, on a notre ouverture pour les gaines mécaniques. Donc, ce qu'on a fait comme concept pour dégager cette ouverture-là, c'est qu'on a intégré une diagonale en acier
qu'on ne voit pas du tout là, au final, mais qui nous permettait de libérer tout l'espace en dessous ici pour passer les gaines d'acier, les gaines de ventilation. Et notre diagonale d'acier, elle venait supporter notre poutre. Donc, ça nous aidait à déplacer un peu l'appui de la poutre. Mais évidemment, le pays cisaillement était dans ce coin-ci. Fait que ça, ici, il a fallu mettre un panneau de CLT de 5 plis pour aller chercher ces contraintes-là. Également, à l'intérieur des poutres caissons, on a rajouté des raidisseurs en laminé collé pour augmenter la capacité en cisaillement à certains endroits. On avait des raidisseurs où notre cisaillement était maximum. Là, nos poutres, nos sections de poutres, ils faisaient à peu près 21 mètres. C'est ça, 21... la fabrication de nos panneaux de CLT était de 19, donc on ne pouvait pas aller avec des panneaux de CLT sur toute la pleine longueur. Fait qu'on avait un joint du panneau, fait que derrière le joint, on avait aussi mis des raidisseurs, puis on a mis des raidisseurs aux extrémités, là, où on avait d'autres efforts en cisaillement. Fait que ça, c'est en cisaillement. Une des difficultés avec le projet, puis une des vraiment particularités avec le mandat, que c'était une première pour nous et vraiment une chance, c'est que il y a eu tout un volet de recherche qui a été faite pendant notre conception pour nous aider à concevoir ce qu'on devait faire. En fait, il y avait, dans le projet, il y avait un budget qui avait été mis de côté pour la recherche et développement. Qui était, je crois que c'était aux alentours de 100 000 $ qui a été mis de côté pour qu'on puisse utiliser pour ça. Puis c'était la Ville de Montréal et le gouvernement qui une entente pour la recherche et le développement. Fait qu'on a utilisé cet argent-là pour faire des tests chez FP Innovation pour nous aider dans notre conception de ces poutres-là. Parce qu'il y avait 4 paramètres qu'on ne connaissait vraiment pas les propriétés, et ça, c'est les 4 que je les ai nommés ici. En fait, la capacité en cisaillement des joints collés entre les plis de laminé collé. Fait que, on va voir, mais c'est quoi la résistance de notre colle quand on a deux laminées collées qui sont collées ensemble? La capacité de notre colle quand on colle un CLT contre du laminé collé, on avait des idées là, à peu près que c'était dans les 2, 3, 5 MPa, mais on n'avait pas vraiment la vraie valeur. La capacité en cisaillement d'un panneau de CLT nordique. C'est assez surprenant, mais Nordique, à ce moment-là, ça faisait quand même quelques années qu'ils faisaient du CLT. Ils ne connaissaient pas encore la capacité en cisaillement de leur panneau quand il est sous charge verticale. Le CLT, c'est souvent utilisé comme plancher. Donc, les capacités en flexion et en cisaillement d'un panneau comme plancher, ça, c'est très bien connu. Mais comme linteau, quand on met le panneau en flexion dans l'autre sens, la capacité en cisaillement n'était pas connue. Il y avait des règles de calcul qui existent, qui ont été développées par l'Eurocode, les Européens, qu'on a utilisées pour notre prédimensionnement, mais les vraies valeurs du bois nordique étaient inconnues. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a testé à travers ce projet-là. Et le cisaillement de roulement, on va voir tantôt c'est quoi. En fait, c'est penser à la meilleure analogie que j'ai entendue l'autre jour par rapport à ça, c'est penser à... le CLT, c'est quoi? C'est plusieurs plis de bois qui sont empilés un sur l'autre. Puis les plis sont inversés. Le rolling shear, le cisaillement roulant, ce que c'est quand un pli fait rouler le bois de l'autre pli. Fait que c'est comme si on imaginait qu'on tenait des pailles ensemble, puis on faisait rouler les pailles dans nos mains. C'est cette capacité-là de chacun des morceaux de bois qui peuvent rouler un sur l'autre. C'est ce qui contrôle la capacité d'un panneau de CLT quand qui est dans son plan de même. Donc, il y a des tests qui ont été faits pour déterminer c'est quoi la capacité du panneau de Nordique. Toutes ces affaires-là, tous ces 4 items-là, on avait des idées, c'était des valeurs par ce qui est fait par l'Eurocode, etc., mais on voulait les tester. Fait que, il y a un programme qui a été développé chez FP Innovation, puis ça, c'était pendant notre conception. Il faut s'entendre que quand on gagne un projet de ce type-là, design build, la période de conception est très, très courte. On gagne un contrat, puis on avait 4-5 mois pour concevoir, puis arriver au chantier avec les premiers éléments. Donc,
Nous, dans notre conception, on a fait une conception préliminaire avec les valeurs qu'on pensait, puis en parallèle, ça a été fait. Puis vers la fin de notre conception, on a reçu les résultats pour confirmer si nos hypothèses étaient bonnes ou pas. Ça ici, c'est un exemple d'un test de montage qui a été fait chez FP pour notre projet. Puis ça, en fait, c'est deux morceaux de laminées collées qui sont collés ensemble, qui ont testé en cisaillement pour déterminer c'est quoi la capacité de la colle entre deux éléments de laminées collées. Ensuite, ça, c'est ils ont reproduit notre assemblage qu'on avait dans nos poutres entre le CLT puis la laminé collée, puis ils ont collé pour faire un test en cisaillement. Puis ça, c'est pour déterminer, c'est ça encore une fois, la colle entre un panneau de CLT et laminé collée. Ça, c'est le test de montage qu'ils ont fait pour un panneau de CLT pour déterminer la capacité en cisaillement. Donc, ils ont mis le panneau debout, puis ils l'ont testé comme une poutre. Ils ont fait plusieurs tests pour plusieurs différentes épaisseurs de panneaux de CLT. Puis ici, ça, c'est le fameux test pour le rolling shear. On voit à droite une figure qui montre un peu c'est quoi. C'est quand il y a un certain roulement entre les plis qui peut arriver. Puis ça, c'est le test de montage qu'ils ont fait pour tester ça. Ça, c'était critique pour nous parce que nous, notre panneau, notre connexion entre notre laminé collée, nos ailes inférieures et supérieures et l'arme, le CLT, c'était collé de côté. Fait que on voulait vraiment valider que le cisaillement, oui, il y avait la capacité de la colle, mais il y a aussi le cisaillement en rolling shear, puis c'est ça qui contrôlait au final, c'est pas la colle. Donc, je l'ai mentionné, on a tout fait nos calculs préliminaires, puis on a reçu nos résultats de FP Innovation pas loin avant la fin de notre conception. Puis on a été très contents d'apprendre que les valeurs qu'on utilisait étaient très conservatrices. En fait, avoir eu plus de temps, on aurait pu optimiser davantage plusieurs trucs dans nos poutres, mais on était tous contents d'avoir une certaine marge de sécurité par rapport à ça. Fait que ça, c'était vraiment intéressant d'avoir cet aspect-là de recherche en parallèle de la conception. Là, ensuite, pour la portion centrale des poutres, les contraintes principales, c'est la flexion au centre, c'est le cisaillement pour les poutres d'extrémité. On voit ici, ça, c'est un modèle d'élément fini qui montre nos efforts en axial dans les poutres. Donc, on est en traction en bas, puis on est en compression en rouge en haut. Pour valider notre poutre caisson, on s'est fié à ce qui se fait dans l'Eurocode par rapport à une poutre composite. Quand on a une poutre composite, on doit valider plusieurs items. On doit valider que, bon, premièrement, que la contrainte en flexion maximale aux deux extrémités de la poutre n'est pas dépassée. Fait qu'on fallait valider notre contrainte de notre laminé collée en flexion aux extrémités. On doit valider que notre contrainte en compression et en traction au centre de nos poutres n'était pas dépassée. Donc, notre contrainte en compression au centre, notre contrainte en traction au centre de la poutre. Il fallait valider également au niveau du joint entre le CLT et le laminé collé que la contrainte en flexion à notre joint collé n'était pas dépassée. Et également, bon, les contraintes dans le CLT. Donc, c'est ça qui a pris beaucoup de temps, puis beaucoup il fallait jouer avec les hauteurs des laminées collées pour aller vraiment positionner les contraintes aux bons endroits pour s'assurer de tout le temps être à l'intérieur des limites, de chacune de ces limites-là. Juste pour information, le moment dans les poutres était de 35 000 kN/m. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le projet que je vous ai présenté, le stade TELUS, notre moment maximum pour les arches était 1800. C'est la même portée, c'est les mêmes charges à peu près. Par contre, le fait d'avoir un toit plat versus un toit en arche, on voit vraiment l'efficacité entre les arches et un toit plat. 1800 versus 35 000. Un toit plat, c'est vraiment pas structurellement ce qu'il y a de plus économique. En fait, au final, le projet, là, on parle de la même superficie de toit, parce que les deux, c'est des stades de soccer. Il y a eu à peu près 3,5 fois plus de bois qui ont été requis pour le toit de ce stade-là, toit plat versus un toit en arche. Juste pour voir la différence entre l'efficacité entre les deux systèmes structuraux. Donc ça, évidemment, en tant qu'ingénieur structure, un toit plat, c'est pas l'avenue préférentielle, mais pour satisfaire une vision architecturale comme celle-ci, ça nous faisait plaisir là, d'embarquer dans ce type de concept-là.
Euh, bon, un peu les ferrures. Ça, c'est une ferrure, c'est au support. Fait que ça, c'est la fameuse diagonale en acier que je vous ai montré tantôt. C'est un ISO qui montre ça. Au tout début du projet, la façon que c'était prévu par les architectes puis par les ingénieurs de projet, c'était que les poutres de 4 mètres seraient déposées sur les colonnes d'acier. Nous, une des premières choses qu'on a décidé de faire, c'est de faire monter la colonne d'acier, la prolonger jusqu'à notre poutre supérieure. Ça nous permettait de partir notre diagonale au-dessus de la poutre, ce qui était un des avantages. Et l'autre avantage, c'est que dans toutes les étapes de ce projet-là, on voulait toujours on voulait penser à le long terme, les déformations différentielles dans le bois qu'on allait avoir par rapport au changement d'humidité dans le bâtiment. Typiquement, en fabrication, on est à 12 d'humidité dans le bois. Par contre, on sait que dans la vie utile du bâtiment, on va être plus aux alentours de 8 d'humidité dans le bâtiment. Donc, il y a un différentiel qu'on doit prévoir dans nos structures. Et le différentiel qu'on va avoir en termes de déformation est un ratio de la dimension de la poutre. Plus ta poutre est profonde, plus le ratio de déformation est important. Donc, nous, nos poutres, ils font 4 mètres de haut. Le différentiel est important. Vous avez sûrement vu ça dans votre cours de bois. Longitudinal au fil, il n'y a presque pas de changement, de variation. Par contre, transversal au fil, il y a une variation. Nous, notre poutre qui fait 4 mètres de haut, un des avantages premiers qu'on a choisi d'utiliser du CLT pour les armes, c'est que le CLT, c'est un matériel très stable. C'est à cause de l'effet des éléments qui sont orientés transversalement. Ça fait en sorte que le panneau va subir presque, c'est négligeable, la déformation différentielle qu'il va avoir par rapport au changement d'humidité. Donc, on sait que nous, sur notre poutre de 4 mètres, notre corps central de 2 mètres, il n'y aura pas de modification. On s'attend à avoir aucun changement dimensionnel. Par contre, le laminé collé, on sait qu'il va y avoir un changement transversal sur la hauteur de la poutre. Fait que d'avoir mis 2 mètres dans le centre de CLT, c'était pour ça, entre autres. Et en montant la colonne, ce qu'on voulait, c'est avoir juste 1 mètre de différentiel possible, au lieu d'avoir 2 mètres si la colonne était en dessous. Ce que ça nous permettait, c'était de faire comprendre aux architectes que parce que si notre poutre va avoir un changement différentiel sur la hauteur, ça va avoir un impact sur toute l'enveloppe autour. Fait qu'il faut qu'il y ait un détaillage qui soit fait pour prévoir qu'au final, le toit, il va baisser un peu. Puis je pense que, si je me rappelle bien, on était dans l'ordre de quelques pouces sur 4 mètres. Fait qu'en réduisant, en ramenant la colonne en haut complètement, on avait juste 1 mètre de poutre qui pourrait avoir cette variation thermique-là, d'humidité-là. Donc, ça réduisait les détaillages par rapport à l'enveloppe qui était prévue. Fait que c'était un peu la stratégie de monter la colonne en haut. Puis ici, on voit la diagonale. Ça, c'était pour permettre le passage des conduits mécaniques. Les joints de transport, maintenant, ça, encore une fois, c'était probablement ce qui a été le plus complexe sur le projet. On avait 2 joints de transport par poutre à cause des capacités de fabrication de Nordic de 25 mètres. Nos efforts dans nos joints, c'était de 33 000 kN et 650 kN. 33 000, c'est, si vous vous rappelez bien, le pont, c'était aux alentours de la même grosseur, c'était à peu près 35 000 le pont. La différence avec ce projet-là, c'est que le pont, on avait des poutres caissons de 3,6 mètres par 1,5 mètres de large. On avait vraiment des grosses poutres qui nous permettaient de faire un joint assez solide. Ça, c'est des petites poutres quand même de 500 de large par 4 mètres. Fait qu'il y avait une complexité là. Donc, ce qu'on a fait, c'est, bon, on voit le pont. On a sorti nos efforts, puis on s'est dit, bon, on commençait à brainstormer comment qu'on peut attaquer cette connexion-là. Une chose qui est importante pour ce projet-là, c'est que notre poutre principale, à cause du poids du bois, est toujours en flexion dans un sens seulement. Les efforts du vent ne sont jamais assez élevés pour avoir une flexion dans l'autre sens. Fait qu'on est toujours
la portion en haut de la poutre est toujours en compression, puis la portion en bas est toujours en traction. Fait qu'on, c'est un joint de transport unidirectionnel qu'on a développé. Juste un point. Fait qu'on savait que nous, c'était la portion en traction qui était vraiment compliquée à développer. Si vous pensez, on a 4 mètres de haut avec des poutres d'1 mètre en haut et en bas. Fait que ça fait un bras de levier à peu près 3 mètres. 33 000 divisé par 3 mètres, ça fait 10 000 kN qu'on devait reprendre en traction. Ce qui est énorme. Puis, on est allé voir ce qu'on a fait ailleurs. On a regardé le pont Makasagi. 24 000, OK, je me suis trompé. C'était 24 000. C'était un joint de 8 000. Nous, on a 10 000 pour le Stade Saint-Michel. Ça, c'est la connexion qu'on avait pour 8 000. On aurait pu faire quelque chose de semblable, mais étant donné que notre poutre était 3 fois moins large, on n'avait pas assez de place pour développer ce type de système-là. Fait que c'était pas possible de prendre celle-là. On a regardé ce qu'on faisait dans nos ponts. Il y a des moments ça, c'était un joint de transport qu'on a développé qui était collé, qui était super bon pour des petites capacités de 5 000, mais pas pour des moments de 5 000 kN, mais pas pour des moments comme qu'on avait. On a regardé aussi ce qui a été fait pour le stade de soccer. Ce type de connexion-là, ça ne fonctionnait pas non plus. Ça n'avait pas les capacités requises. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a, avec Nordic, on a appelé différents manufacturiers autour, principalement en Europe. C'est eux les spécialistes en vis. Et il y avait 2 avenues qu'on a regardées. Une, c'était une avenue avec des tiges encollées, et l'autre, c'était avec des vis. Rapidement, l'avenue tige encollée, on l'a laissé tomber parce que on jugeait qu'il y avait un risque associé à cette solution-là. Donc, on a vraiment poussé du côté vis et on a travaillé avec un expert qui a développé un concept en utilisant des vis SWG. C'est des vis de 14 mm de diamètre. Et ça, c'est le concept qui a été développé avec leur aide. En fait, ce qu'on a, c'est on a des vis qui sont vissées en bois de boue. Vous avez sûrement vu dans vos cours que mettre des clous ou des vis en bois de boue parallèles aux fibres, ça ne vaut rien. On ne fait jamais ça. Mais les recherches qui ont été faites en Europe ont démontré qu'en inclinant légèrement les vis, là, sur un angle de 15 degrés, ça fait en sorte que la vis peut traverser plusieurs fibres de bois et si elle est assez longue, elle peut développer la pleine capacité de la vis en traction. Et c'est le principe qu'on utilise ici, c'est de mettre des vis à 15 degrés, assez profond, pour développer la pleine capacité des vis. Donc, on s'est dit, bon, on a 10 000 kN. Combien de vis qu'on a besoin pour prendre 10 000 kN si on développait la pleine capacité de toutes les vis? Ça donnait 416 vis. Comment on fait pour rentrer 416 vis dans un élément qui fait à peu près 1 mètre par 500 de large? Et en respectant les dégagements de vis, parce que des vis, il faut que, il y a des espacements minimums entre les vis qu'il faut respecter. C'est ce patron très complexe-là qui a été développé. C'est vraiment assez incroyable là, ce qu'ils ont fait. Fait que tu as toujours des vis qui partent dans un sens, dans l'autre. Vraiment, là, comment optimiser le nombre de vis, c'est impossible de rentrer une vis de plus dans 500 par 1000. Donc, ça, c'est le concept qui a été développé. Par contre, il y a seulement eu des tests sur une seule vis qui ont été faits dans le passé. Fait qu'ils ont confirmé qu'à 15 degrés, tu peux tester des vis, puis avec la pleine longueur qu'on a besoin, tu es capable de déterminer la pleine, capable d'aller chercher la pleine capacité de la vis. Fait que ça, les tests ont été faits. Mais il n'y a jamais eu de test par rapport à insérer autant de vis ensemble, l'effet de groupe, qu'est-ce qui va se passer? Aucune idée. Donc, on s'est dit, c'est super intéressant, on n'a pas d'autre option, il faut livrer le projet dans quelques mois. On va y aller avec ça, mais il faut quand même faire faut se contre-valider. Fait qu'on a décidé Nordic a investi dans des tests. On a décidé, on va faire un test pleine grandeur dans une université pour s'assurer que notre connexion fonctionne. On a fait le tour des universités au Québec. On est passé par McGill et eux, ils ont une presse de 15 000 kN. Nous, on voulait tester aux alentours de 10 000. Donc, on s'est dit, on va les faire à McGill.
quand on les a appelés, ils étaient ouverts, ils voulaient nous prendre, ils voulaient faire des tests pour nous. Mais en vérifiant avec les techniciens, ils n'avaient jamais utilisé leur presse de 15 000 kN à plus de 6 000. Fait qu'ils se disaient, bon, mais on ne se sent pas confortable à aller à 10 000. Fait qu'on était mal pris. Fait qu'on a fait des appels, Nordic a fait des appels, puis on a trouvé un laboratoire à Stuttgart, en Allemagne, qui était prêt à faire des tests pour nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est Nordic a fabriqué des échantillons, les a envoyés par avion à l'Université de Stuttgart, ont envoyé 2 techniciens, en fait 2 ingénieurs de leur groupe, puis pour faire des tests. Fait que, ce qu'on a testé, c'est vraiment pleine grandeur. Donc, par contre, une demi-largeur de poutre. Nos poutres, ils font 500 de large, puis il y a 416 vis. Nous, on a fait des tests sur une poutre de 250 de large, même hauteur, mais avec la moitié des vis. Fait que c'est vraiment, c'est pleine grandeur là, comme test. Donc, on voit ici le montage. Ça, c'est une ferrure qui a été conçue avec la presse spécifiquement pour notre projet. Ça, c'est les éléments de bois qui ont été fabriqués au Québec, qui ont été livrés là-bas. Les vis venaient déjà de l'Allemagne, fait que ça, les vis, ils ont pris chez eux. Puis nous, on a envoyé notre bois. On ne voulait pas faire des tests avec du bois européen parce que ce n'est pas les mêmes propriétés. On voulait vraiment être sûr de tester notre produit. Fait qu'on voit même qu'ils ont reproduit le joint en haut là, des échantillons. Là, ça, c'est du CLT. Puis ça, c'est le détail de l'amener collé au CLT. Fait qu'ils ont vraiment reproduit exactement notre poutre qui fait 1,1 m ici, plus la petite portion de CLT, parce qu'il y avait quelques vis qui rentraient dans le CLT, fait qu'on voulait vraiment valider vraiment notre connexion exactement. Là. Donc, ce qui était bien des essais qu'on a fait là-bas, c'est que c'était la première fois qu'on essayait de rentrer ces vis-là. C'est quand même des vis qui font 400 de longueur, de 14 de diamètre. C'est pas très rigide, ces vis-là. Ça a tendance à... Du moment que ça frappe un nœud dans le bois, ça a tendance à dévier. Ça, c'était la première expérience qu'on a vécue. On a vécu que c'était très difficile de rentrer autant de vis aussi proche, parce que du moment que tu dévies un peu, puis tu accrochais une autre vis qui était peut-être en angle dans un autre, la vis, elle coinçait, puis elle brisait. Puis... Fait que, ça a été un bon apprentissage que quand on est revenu par la suite pour vraiment fabriquer pour de vrai, on a pu apprendre de nos erreurs. Entre autres, visser à la main, c'est impossible. C'est impossible de tenir la perceuse parfaitement droite pour que ça rentre. Fait que, vous allez voir plus tard, on a développé un système pour un gabarit pour tenir la perceuse. Mais en tout cas, là-bas, ils l'ont fait à la main. Ils utilisaient des perceuses super sophistiquées qui étaient reliées à des ordinateurs pour vraiment contrôler le torque qui était mis dans les vis. Parce qu'on savait qu'à un certain niveau de torque, les vis allaient casser. Donc, il fallait vraiment que ça soit premièrement pré-percé, puis après ça, la vis soit rentrée vraiment doucement pour être sûr de ne pas dépasser la capacité en torque des vis. On voit ici le montage. Puis ça, c'est bon. Ça, c'est une fois que les vis sont cassées. C'est exactement ce qu'on voulait voir. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais ça, c'est la ferrure qui était vissée sur le bois qui a décollé. Toutes les têtes de vis ont cassé, sauf il y en avait 2 en haut, puis 2, 3 en bas qui n'avaient pas assez de profondeur, puis ont juste arraché. Mais toutes les vis centrales ont cassé à la tête. C'est exactement ce qu'on voulait voir. Nous, ce qu'on veut faire, c'est développer... On veut que la vis soit profondément ancrée dans le bois pour développer la pleine capacité de l'acier. On ne veut pas que le bois travaille, on veut que l'acier travaille. C'est exactement ce qu'on voulait voir. Au final, les tests ont été très concluants. Ça a démontré qu'on a cherché amplement les capacités qu'on avait besoin. On a fait au total 6 tests et avec différentes conditions, des vitesses d'application. Il y avait des protocoles qui ont été développés, là, puis on était vraiment, vraiment contents avec le résultat. On avait la marge de sécurité qu'on avait besoin. Pardon? Nous, bon, on se rappelle, c'est 10 000 kN total qu'on veut. Là, c'était une demi-poutre, fait que c'était 5 000 qui était notre capacité pondérée qu'on cherchait. Puis les résultats ont toujours brisé aux alentours de 8 000 - 9 000 kN. Fait qu'on avait amplement la capacité requise. Hein. Bon, là, ça, c'est le côté volet conception. Côté fabrication, on parle de 4 000 m3 de bois.
encore 3,5 fois plus que le projet en arche. Ce qui est un peu drôle, c'est que c'est un projet lead. Puis on a gagné les points lead pour utiliser du bois, mais il n'y a nulle part dans le paramètre de calcul de lead qui prend en compte l'optimisation du matériau. Donc, évidemment, on aurait pu faire un projet avec beaucoup moins de bois qui aurait été plus optimisé. Puis au final, logiquement, c'est mieux pour l'environnement. Mais en tout cas, on a eu nos points lead avec notre projet. Ça, ici, c'est une slide qui montre les différentes étapes pendant la construction des poutres. Vraiment, c'est plusieurs étapes. Fait que les poutres caissons étaient construits en deux moitiés. Deux moitiés de 250. Fait que ça, c'est la première étape. C'est tout le laminé collé est usiné, le CLT est usiné, puis sont collés. Ensuite, les différents éléments sont insérés. Et ensuite, la poutre est retournée. Les blocages sont... les raidisseurs intérieurs du caisson sont installés. Ensuite, l'autre demi-poutre est fabriquée à côté. Et les deux poutres, avec les ferrures intérieures, sont sandwichées, puis le tout est collé ensemble pour créer notre poutre caisson. Ensuite, tous les différents détails sont rajoutés. Au final, il n'y a pas d'acier apparent, mis à part ce qu'on va voir tantôt pour le joint de transport. On voit ici, ils sont en train de fabriquer le laminé collé, les différentes poutres. Ensuite, ça, c'est le laminé collé en collage. Ensuite, ça, c'est le laminé collé après qu'il est passé à la machine CNC. On voit que le découpage est fait pour venir. Ça, c'est où on venait coller notre CLT. Il y a différentes épaisseurs parce qu'ici, c'est un CLT de 3 plis. Ça, c'est un CLT de 5 plis qui s'en venait se coller là. Encore une fois, l'usination, les capacités d'usinage de la machine CNC, c'est absolument incroyable. N'importe quoi est faisable. Donc, on voit ici, ils sont en train de coller un panneau de CLT à la poutre. On voit ici les vis. Les vis, c'est pendant la procédure de collage, c'est pour s'assurer que la bonne pression de contact est là. Fait que c'est par les vis qui font ça. C'est pas pour l'aspect structural. Il y a tout un protocole et une assurance qualité incroyable qui a été développé pour le collage de ces éléments-là. Évidemment, la colle c'était notre élément structural qui tenait le tout ensemble. Donc, il fallait s'assurer qu'on avait toujours des joints collés parfaitement. Donc, toutes les surfaces en contact devaient toujours avoir pleine colle. Donc, dans les protocoles, ce qu'on a développé, premièrement, on avait un ingénieur qui était sur place à temps plein pour valider le travail des ouvriers. Mais ce que les ouvriers faisaient, c'était ils s'assuraient de mettre beaucoup de colle. Et quand ils venaient appuyer les panneaux ensemble, c'est de s'assurer que la colle ressort tout le temps de toutes les extrémités, avec tout le long des joints. Donc, si on sait que la colle, elle ressort partout, sur tous les joints, on sait qu'on a mis assez de colle. Après ça, ils viennent nettoyer la colle. Lorsque c'est arrivé qu'il n'y avait pas assez de colle qui était sortie du joint, donc il y avait peut-être une question d'avoir un manque de colle, mais là, on venait injecter de la colle pour s'assurer de remplir les vides. Qu'on voit ici, ils sont en train de faire une demi-poutre. Il y avait ici, on voit des étaux là, qui venaient amener ça sur la hauteur de la poutre. Ils ont vraiment maximisé la capacité de leur pont roulant pour ce projet-là. Là. Ils ont vraiment eu des difficultés avec ça, mais ils se sont débrouillés. Là. Ici, on voit qu'ils utilisent 2 ponts roulants. Juste pour laver, ça c'est un demi-panneau, pour le renverser. Là. Juste le renverser, c'était une méchante procédure. Là, on voit qu'ils sont en train d'insérer les raidisseurs avec la colle. On voit la colle qui est très foncée. Puis c'est ce que je disais, on veut voir la colle sortir là, tout le long du joint pour s'assurer qu'il y ait assez de colle. On voit ici, ça, c'est la ferrure en diagonale qui a été encastrée dans le centre des caissons. Et c'est ça, encore le joint de colle, quand ils sont en train de coller deux demi-épaisseurs ensemble, on veut s'assurer d'avoir un joint de colle continu qui sort. Fait que c'est ce qu'on voit ici. Ils sont en train de fabriquer les différents caissons. Bon, ça, c'est le montage qui a été utilisé pour insérer les vis du joint de transport. Donc, il y a un gabarit qui a été
qui a été faite custom pour le projet pour s'assurer de bien tenir la perceuse pour rentrer les vis. On voit tous les différents trous. On a utilisé, il y avait vraiment, suite à notre expérience en Allemagne, on avait vraiment eu des préoccupations par rapport à la mise en place des vis. On voulait absolument pas, on n'avait pas de marge de manœuvre pour avoir des problèmes qui perdent des vis, parce que si on perdait des vis, trop de vis, on avait une marge de manœuvre d'en perdre 2-3 par connexion, mais si on en perdait plus que ça veut dire que toute la poutre était scrap, puis il fallait recommencer. Fait que on ne pouvait pas se permettre de faire ça. Donc, ce qu'on faisait, c'est que le protocole qui a été développé, c'était de percer des trous et d'utiliser une caméra pour aller à l'intérieur des trous puis vérifier chacun des trous et être sûr qu'on n'allait pas avoir de conflit. C'est vraiment... toute précaution a été prise là, pour s'assurer que ça fonctionne. Puis au final, je pense sur le total de toutes les connexions, on parle de 416 vis fois 2 par poutre fois le nombre de poutres qu'il y a. On parle de 1000 plusieurs milliers de vis. On en a perdu 5-6 vis au total. Là, fait que ça a super bien été. Fait qu'on voit ici... OK. Là, avant d'envoyer les poutres au chantier, il y a eu un test qui a été fait pour valider que les joints de transport fonctionnent. On voit ici, ils sont en train d'insérer la pin pour le joint de transport pour être sûr que tout est en ligne. Ça ici, en bas, ça c'est le président de FGP. Ça, c'est le monteur qui était très nerveux pour être sûr que lui, le matériau qu'il allait recevoir au chantier allait bien fonctionner. Fait qu'il avait pris la peine de monter à Chibougamau pour valider le tout, là. Puis là, il était très content, ça fonctionnait, fait qu'il appelait pour dire que ça allait être bon. Là, le projet a commencé, le montage a commencé le 9 décembre. On devait commencer en septembre quand il faisait beau, mais comme tous les projets, ça a commencé en plein la journée la plus froide de l'hiver, le 9 décembre. Ça a pris une semaine avant qu'on puisse monter la première poutre parce que les vents étaient toujours trop forts. Donc, ici, on voit les plans d'érection qu'on a développés. Là. La première itération, mais on mettait des câbles gaillés comme ça, mais on a réalisé que ça ne fonctionnerait pas. On avait des câbles partout dans les jambes pour nos grues, etc. Fait qu'on a développé un système avec un HSS en traction-compression qui était sur l'extérieur seulement. Ça libérait tout le centre pour l'érection. Fait que là, ici, c'était les détails qu'on a développés. Là. Pour la première poutre qui était levée, on venait la relier aux colonnes d'acier qui étaient reliées ensuite à ces contreventements-là temporaires. Parce que on parle de 4 mètres de haut de poutre, c'est vraiment des grosses contraintes de vent que ça peut aller chercher. Fait qu'on voit ici un peu les procédures de montage qu'on a développées pour le projet. On a fait des ferrures temporaires pour permettre le levage, etc. Donc, on voit des ferrures temporaires. Toute une procédure de montage qu'on a développée. Au final, ça a été installé, chaque poutre a été installée avec 2 grues de 250 tonnes, donc avec 4 points de levage. Il a fallu modéliser, être sûr que nos grues rentraient puis que tout fonctionnait sur le site. Fait qu'on a fait ça. Et ici, on voit, c'est des photos de l'installation. Donc, la première étape, c'est qu'il assemblait la poutre et les joints de transport au sol sur des chevalets. Ensuite, il rentrait les 2 grues. Puis, ça prenait une journée. Les grues étaient sur le chantier une journée par semaine. Fait qu'à chaque semaine, on levait une poutre. Puis, les grues étaient là une journée pour faire le lavage. Fait que ça prenait à peu près 15 minutes à la lever en place. Là, il retournait la poutre, il la levait en place. Puis après ça fait 15 minutes à peu près pour la lever. Puis après ça prenait toute la journée pour venir mettre les pannes, etc., pour retenir latéralement, etc., avant que la grue puisse dépiner puis partir. Qu'on voit ici les 2 grues de 250 tonnes. Les poutres qui sont en train de se faire installer. Ça, c'est on a décidé pour ce projet-là de conserver le plus longtemps possible les plastiques de livraison pour protéger contre la pluie les éléments de poutre. On avait vécu dans plusieurs projets qu'on était obligé de revenir puis tout sabler une fois que c'était installé parce qu'il y a eu des dommages de construction depuis. Fait que, pour éviter ce sablage-là, on a gardé les plastiques le plus longtemps possible. Puis on voit ici un peu le produit final. Ça, c'est le joint de transport au final avec nos assemblages vissés. Au final, on a rajouté une pin au centre ici. En fait, le principe, c'est qu'on a 10 000 kN en traction,
pour notre connexion acier-bois. Puis avec la forme triangulée qui s'en va vers une pine centrale, ça fait en sorte qu'on a une distribution parfaite de 10 000 kN sur toutes les vis. On voit la personne en bas ici. Ça donne juste une idée de l'ampleur du projet. Au final, on a caché les joints de transport, mais tout ce qu'on voit, c'est les connexions vissées. Fait que, ça, en fait, c'est des panneaux sur mesure qui ont été faits ici. Puis ça, c'est le joint de transport. Et pour donner le look qu'il y a un joint, mais ça, c'est vraiment un Sharpie, un stylo noir qui a été dessiné pour donner le look. Puis ça paraît très, très bien, là. En fait, la ville aimait tellement notre détail de joint, il le trouvait beau, puis voulait mettre un plexiglas dessus pour l'aspect, disons, éducationnel, puis pour laisser ça apparent, mais les architectes, ils n'aimaient pas ça. Fait on a tout caché. Ici, on voit le montage des poutres en porte-à-faux. Il y a beaucoup de modélisation qui a été faite pour s'assurer de donner le bon angle pour quand on insère ça sous les charges mortes. On voit la personne à côté du porte-à-faux. L'installation des épaules sur les culées de béton. Et ils ont commencé à installer la vitre. C'est tout vitré, c'est vraiment magnifique. Puis ça, c'est les photos du produit final. Donc, ça, c'est les lumières qui ont été installées. On voit ici le patron aléatoire de poutres. En fait, c'est un système régulier de poutres en diagonale avec un système de poutres secondaires qui sont vraiment juste architecturales pour donner l'effet du concours d'architecture qu'on a vu au tout début, là. On voit les photos. Au final, ça, c'est de l'extérieur. On voit le terrain extérieur avec le toit qui descend et qui devient des gradins. C'est vraiment magnifique. De l'extérieur, on voit le toit qui sort. Ça, c'est du parc. Ça n'a pas l'air d'une vraie photo, mais c'est une vraie photo, là. C'est vraiment, quand on est dans le parc, c'est ce qu'on voit comme bâtiment. Ça s'intègre vraiment très, très bien à la paroi rocheuse, puis c'était l'intention de l'architecte. Oui, tout à fait. Et ça fait le tour de... Fait que s'il y a des questions, on a encore quelques minutes. Oui. Le système d'assemblage, est-ce qu'en fait, il est breveté pour l'utiliser une autre fois ou bien... Non, il n'y a pas de brevet. Là. En fait, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est des vis en bois de boue. Avec les différentes directions, etc. Oui, non, il n'y a pas de brevet là-dessus. Là. Non. Ben, en tout cas, non. Pour les plaques, pourquoi vous avez décidé en fait de les coller? Surtout, ils avaient en fait des extrémités, il y avait le grand décor de cisaillement. Pourquoi vous ne les avez pas vissés ou pour mettre une autre plaque? C'est juste pour l'aspect architectural ou... Les diagonales en acier? Non, pas les diagonales en acier. La poutre elle-même, ouais. aussi elle était avec des... Ah, pourquoi les coller? Oui. Parce qu'on... Ouais. C'était, dès le départ, on s'était dit qu'on voulait avancer dans cette direction-là. C'était un peu, à mon avis, entre autres, suite à l'expérience du pont Makasagi, des millions de vis qu'on a installées sur ce projet-là. Les vis, ça coûte très, très cher versus la colle. Donc, certainement, en termes de temps de production et en termes de coût de matériaux, il y a une grosse, grosse différence. Les vis, ça coûte à peu près 8 à 10 piastres chaque. C'est très, très cher, ces vis-là de gros calibre, là. C'est ça, exact. Fait que, non, la colle, c'était une option économique, là. Ouais. Est-ce que vous avez identifié un fabricant pour des portraits, pour des grandes portraits? Parce que vous parlez, vous êtes finalisé, bon, on forme 25 mètres. Oui. Est-ce qu'il y a un autre fabricant qui peut fabriquer d'autres portraits? Pas à ce que je sache, non. Oui, c'est pas mal. Une question de transport également. C'est sûr. Ouais, des frais de transport. Ouais. Oui, je... Pardon, toutes les attaches provisoires que vous avez mis, les trucs et tout ça, est-ce que ouais. c'est compté dans le dimensionnement? Non, c'est aucunement structural. Là. Tu parles des vis qu'on a installées pour le collage? Oui, non, ils ont enlevé par la suite ces vis-là. Du coup, c'est pas considéré
Non, non, non. Non, parce que avec la colle, on va chercher à peu près 2 MPa de capacité sur la surface. Ça prend vraiment beaucoup de vis pour même qu'ils travaillent. Là. Si on voulait faire un système hybride, là, non, fait que vraiment, c'était juste pour le montage. Là. Ils ont été enlevés par la suite.